Mardi 9 janvier 2023, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a été nommé Premier ministre par le président de la République. Il remplace donc Elisabeth Borne à ce poste, largement affaiblie par ses 23 49.3. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et le manque de majorité à l'Assemblée nationale. Le choix de Gabriel Attal est source de vives critiques, on va y revenir, mais pour bien comprendre tous ces questionnements, un point sur le rôle du Premier ministre dans la Ve République est nécessaire. Attention, la précision du régime a toute son importance, vous verrez. Alors dans l'organigramme de notre République, le Premier ministre se place du côté de l'exécutif et juste en dessous du président de la République. On dit même que c'est un pouvoir bicéphale parce qu'il a deux têtes, celle du président et celle du Premier ministre. Selon l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pour rôle d'être le chef du gouvernement. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement et il assure l'exécution des lois. En gros, c'est lui qui assure la coordination entre les ministres, un peu comme un chef d'orchestre entre les saxos, les trombones et le triangle. Quand deux ministres veulent mettre en place deux politiques contradictoires, eh bien c'est normalement son rôle d'arbitrer entre l'une ou l'autre. Mais attention, ce n'est pas un supérieur hiérarchique pour les ministres. Il ne peut pas imposer une idée à un ministre qu'il n'assume pas, mais en cas de faute grave, il peut quand même proposer leur révocation au président. C'est également le Premier ministre qui fait des propositions sur la composition de son gouvernement. Mais à la fin, c'est tout de même le président qui a le dernier mot. Le Premier ministre joue également un rôle dans l'élaboration des lois. En France, le gouvernement et le Parlement peuvent tous deux soumettre des lois à l'examen des parlementaires. Lorsque c'est un député, on appelle ça une proposition de loi, lorsque c'est le gouvernement, on parle de projet de loi. Eh bien c'est le Premier ministre qui choisit devant quelle assemblée sera proposé un projet de loi du gouvernement. C'est également lui qui décide quel amendement sera déposé au nom du gouvernement. L'article 49 alinéa 3 de la Constitution, oui bon, je sais, mais je vais être obligée d'en parler. Cet article donc lui donne la possibilité d'engager la responsabilité de son gouvernement sur le vote d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un large pan donc des lois étudiées. Il peut ainsi potentiellement court-circuiter le travail législatif pour adopter une loi. Mais si les députés votent une motion de censure à la majorité, le gouvernement est défait. Bon, sur 127 motions de censure présentées dans l'histoire de la Ve République, une seule a été adoptée, et c'était en 1962. La chute du gouvernement peut également intervenir à l'arrivée du nouveau Premier ministre, juste après la déclaration de politique générale, avec ce qu'on appelle couramment une déclaration de confiance. En gros, c'est un moment où le Premier ministre donne les grandes lignes de sa politique à venir, et où les députés votent ou non sa confiance dans ce programme. C'est une tradition républicaine, mais non une obligation constitutionnelle. Elisabeth Borne, par exemple, ne l'avait pas fait. Selon l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre dispose également du pouvoir réglementaire de droit commun. Le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives pour prendre unilatéralement, c'est-à-dire sans l'accord des destinataires, des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Merci du public, mais nous voilà bien avancés. Plus simplement, dans certains cas, le Premier ministre peut adopter des décrets de façon unilatérale, c'est-à-dire sans prendre l'avis du Parlement ou de quiconque. Mais attention, sans marcher sur les plates-bandes du président de la République. Et c'est là que ça se complique. Oui, parce que dans la Ve République, il n'y a pas de séparation nette entre le pouvoir réglementaire du président de la République et celui du Premier ministre. Plus précisément, la Constitution ne précise pas quels décrets doivent être délibérés en Conseil des ministres. La répartition se fait donc à l'usage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles encadrant cette pratique. Et depuis l'adoption de la Constitution en 1958, on remarque une extension des compétences du président de la République, au détriment d'autres fonctions, comme celle du Premier ministre. L'arrêt Alamijon et Pajot, pris par le Conseil d'État en 1994, traduit cette évolution. Ce décret dit que lorsque le président de la République a ratifié un décret, ce dernier ne peut être modifié que dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la signature du chef de l'État. Le Premier ministre ne peut donc plus avoir le dernier mot sur ce décret. Cette tendance à l'hyper-présidentialisation du régime se retrouve dans le rôle concret du Premier ministre, et aujourd'hui dans le choix de Gabriel Attal pour assumer ses fonctions. C'est la première fois que je m'exprime dans cet hémicycle en tant que Premier ministre, et vous me permettrez de commencer en remerciant le Président de la République pour sa confiance. Si dans la théorie, le Premier ministre fixe les grandes lignes de la politique du gouvernement, dans la pratique, son action dépend en partie de la personnalité du président de la République. Oui, vous l'avez bien vu avec l'histoire des décrets, notre Constitution reste souple sur l'exercice des différentes fonctions, afin de laisser une large marge de manœuvre dans la pratique. Notre régime fait la part belle à cette fameuse tradition républicaine, qui n'est en rien inscrite dans le marbre, et qui dépend donc du bon vouloir des dirigeants. Des chefs d'État qualifiés d'hyper-présidents, comme Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, ont tendance à réduire le pôle d'action de leur Premier ministre.
Vous vous rappelez peut-être de François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, que ce dernier qualifiait de simple collaborateur. J'ai été membre du gouvernement de la République pendant 12 ans. L'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron continue dans cette idée d'élargissement des actions du chef de l'État. Une constitution n'est bonne que tant qu'elle est un remède aux abus de l'administration, écrivait Youm. C'est peut-être ce point de faiblesse de la 5e qu'Emmanuel Macron touche du doigt. C'est un président multitâche, il traite de tous les sujets, de l'éducation nationale à la santé, en passant par la situation écologique ou agricole. Le contrôle de nos écrans, à l'école ensuite. L'ordre, en luttant contre la drogue. Nous devons accélérer dans le réarmement académique, scientifique, technologique, industriel et agricole. Tout point de dissension, toute loi vaut une intervention du président de la République, ne laissant que peu de place au gouvernement et au Premier ministre. Sous la 5e République, et donc sous les mandats d'Emmanuel Macron, le Premier ministre est souvent qualifié de soupape de décompression, de bouclier qui doit encaisser les chocs pour protéger la stature du président. Mais alors, qu'en est-il du binôme Macron-Attal? Vous l'avez sûrement entendu, du haut de ses 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de la 5e République. Mais d'où vient-il et quel est son parcours politique? Diplômé d'une licence de droit à Assas, puis d'un master en affaires publiques à Sciences Po Paris, il prend tout d'abord sa carte au Parti Socialiste. Strauss-Kahnien dans l'âme, il n'hésite pas en 2016, à la création du mouvement La République En Marche, de délaisser le PS pour se rallier au futur président. Et vous me direz, comme bien d'autres avec lui. Élu député En Marche des Hauts-de-Seine en 2017, il devient le porte-parole du mouvement en 2018. Ensuite secrétaire d'État, ministre délégué et enfin ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal se construit une véritable image de jeune dynamique. Mais la popularité sans remous est parfois le reflet d'une ligne politique peu définie. Et c'est peut-être le cas ici. En effet, il est difficile de reconnaître une idéologie politique concrète chez notre nouveau Premier ministre. Hormis l'interdiction de l'abaya, Gabriel Attal n'a pas vraiment proposé de grandes lois durant sa carrière. Cette versatilité, peu encline au débat d'opinion et facilement ajustable à n'importe quelle ligne politique, fait de Gabriel Attal un Premier ministre de choix pour un chef d'État. Et pas n'importe lequel. Ça ne vous aura pas échappé, Emmanuel Macron souhaite rester le maître de toutes les horloges et de tous les dossiers. C'est sûrement cela qui a permis à Gabriel Attal d'obtenir l'hôtel Matignon alors que tous les proches du président étaient en désaccord avec ce choix. Une image immaculée, un engouement médiatique certain et une pensée politique modulable, bref, Gabriel Attal semble être un parfait porte-voix pour un hyper-président. Enfin, bien moins susceptible de faire de l'ombre que les grands du gouvernement, Gabriel Attal est un choix de sécurité pour Emmanuel Macron, qui se trouve dans une position de faiblesse depuis le début de son deuxième mandat. Un coup politique pour certains, un aveu de faiblesse pour d'autres, il n'en reste pas moins que ce choix de Premier ministre illustre la tendance de plus en plus marquée de présidentialisation de notre régime. Merci d'avoir regardé cette chronique et si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.